La Russie n'a pas seulement envahi l'Ukraine, elle a vendu un mensonge au monde et s'est engagée dans la guerre. Derrière cela, la dénazification, la protection des russophones, la résistance contre l'OTAN, les excuses de Poutine, bruyantes et bien rodées, étaient omniprésentes. Diffusées en boucle à la télévision d'État, répétées d'autres pompons lors des points presse, elles ont même convaincu certains publics à l'international. La relation de l'Ukraine avec l'OTAN était présentée comme la goutte d'eau de trop, la raison affichée pour laquelle la Russie risquerait son économie, son armée et son avenir. Mais rien de tout cela n'était la véritable raison, pas même de près. C'étaient des écrans de fumée, des distractions savamment conçues, dissimulant quelque chose de bien plus désespéré, dangereux et réel. Les vraies raisons de l'invasion de l'Ukraine par Poutine ne concernent ni les nazis, ni l'OTAN. Elles reflètent l'angoisse existentielle, le désespoir économique et les efforts d'un empire déclinant à rester pertinent. Aujourd'hui, nous laissons la propagande de côté pour dévoiler les vraies raisons du déclenchement de cette guerre par la Russie et pourquoi Poutine ne peut y mettre fin. Pour cela, il faut remonter loin dans l'histoire. Il y a 1000 ans, il existait un royaume médiéval centré autour de ce qui est aujourd'hui Kiev. C'était la Rousse de Kiev. La Russe, groupement de villes dirigées par des princes slaves de l'Est, convertis à l'orthodoxie orientale, et souvent vus comme le socle de la civilisation d'Europe de l'Est. Depuis des siècles, historiens et dirigeants russes et ukrainiens revendiquent cet héritage. C'est là que cela devient intéressant et important aujourd'hui. L'identité ukrainienne moderne relie directement la Rousse de Kiev à des siècles de développement distincts sous la domination polonaise et lituanienne. La langue, la culture et les traditions politiques ukrainiennes sont issues de cette trajectoire occidentale, mais la Russie vient d'un tout autre endroit. Le Grand-Duché de Moscou, qui a passé des siècles sous la domination mongole, n'a pas absorbé les coutumes ukrainiennes ou polonaises, mais les systèmes administratifs mongols puis chinois, empruntés dans l'empire du Khan. Cela s'explique par l'évolution des langues. Les mots courants changent peu. Bien sûr, les mots pour taureau, eau, arbre, les choses de base de la vie paysanne, mais aussi les mots de pouvoir. Ils ont divergé. En ukrainien, l'argent se dit rochi, emprunté au polonais. En russe, dengi vient du tanga turcique, car le turc et le mongol sont de la même famille abialtaïque. Kazna, trésor en russe, vient des mongols. Le mot ukrainien skarbnitsia a conservé l'ancien vocabulaire slave d'origine, rappelant à tous qui dominait qui. Quand Vladimir Poutine affirme que Russes et Ukrainiens forment un seul peuple, il ne fait pas que se montrer sentimental. Il essaie de réécrire l'histoire et d'ignorer que la culture politique russe vient surtout des traditions impériales mongoles et chinoises, et non de l'héritage démocratique et occidental de Kiev. En envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine cherche à s'approprier sa légitimité historique pour masquer les origines impériales de la Russie. C'est pourquoi Vladimir Poutine a rédigé ce fameux essai de 6000 mots en juillet 2021, intitulé Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens. Dans cet essai, il soutenait que l'Ukraine n'a pas le droit d'exister en tant que nation indépendante, que l'identité ukrainienne est une création artificielle de puissance étrangère, et que l'Ukraine moderne n'est qu'un projet destiné à affaiblir la Russie. L'université de Rochester a vérifié les faits de cet essai, et a constaté que pratiquement chaque affirmation était soit exagérée, soit carrément fausse. Mais les faits n'ont aucune importance quand on mène une guerre pour savoir qui a le droit de définir la réalité. Pour la classe dirigeante russe, la sortie de l'Ukraine de l'influence russe est plus qu'un revers géopolitique. C'est une menace existentielle pour l'identité russe. Selon Dmitri Trenin, ex-directeur du centre Carnegie de Moscou, perdre l'Ukraine équivaut à la désintégration du cœur historique de la Russie, la laissant incomplète. Cela brise également l'unité du peuple russe et de la civilisation orthodoxe russe. En d'autres termes, si l'Ukraine peut exister de manière indépendante, avec succès, et tournée vers l'Occident, cela démontre que la Russie n'est pas l'héritière naturelle de la Rousse de Kiev. Cela révèle que l'identité impériale de la Russie est fondée sur la conquête, et non sur la continuité culturelle. Pendant des décennies, la Russie était surtout une station-service déguisée en pays. Vers 2015, le pétrole et le gaz représentaient environ 45% du budget de l'État. Mais il y a un problème. Le monde s'éloigne des combustibles fossiles. Goldman Sachs prévoit qu'en 2035, 100%
des nouveaux véhicules vendus dans l'Union européenne et 70% aux États-Unis seront électriques. L'Union européenne a établi une feuille de route pour devenir totalement indépendante de l'énergie russe d'ici la fin de la décennie. La Chine développe la ceinture et la route pour accéder directement au pétrole et au gaz du Moyen-Orient, ce qui pourrait rendre les ressources russes inutiles. Alors que les préoccupations climatiques influencent les politiques mondiales, le marché principal d'exportation russe diminue. Le modèle économique, basé sur l'énergie qui avait maintenu la Russie depuis la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, s'effondre, et la Russie n'a pas su se diversifier. C'est là que l'Ukraine devient d'une importance cruciale. L'Ukraine détient parmi les ressources naturelles les plus précieuses au monde. Le pays détient le 8e plus grand gisement de charbon au monde et le 2e plus grand d'Europe, avec plus de 38 milliards de tonnes de réserves. Mais voici le plus surprenant. Plus de 90% de ces gisements se trouvent dans la région du Donbass, précisément le territoire sur lequel la Russie est obsédée depuis 2014. Encore plus cruciales sont les réserves de minéraux de l'Ukraine. Le pays possède d'immenses réserves de minerais de fer, représentant environ un quart de la taille des réserves de la Russie. Mais dans une zone beaucoup plus compacte, plus facile à exploiter et dotée d'une meilleure infrastructure, l'Ukraine produit d'importantes quantités de manganèse, de nickel et de chrome, des métaux essentiels à l'industrie moderne. Mais les véritables trésors sont le lithium et les terres rares. Alors que le monde passe aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables, le lithium est devenu le nouveau pétrole. Les véhicules électriques ont besoin de batteries au lithium pour fonctionner, et toute la révolution de l'énergie verte dépend des métaux, des terres rares. L'Ukraine possède des gisements de lithium inexploités, et une industrie métallurgique bien développée, parfaitement positionnée pour les exploiter. La Russie possède peu de réserves de lithium et une industrie dépassée et inefficace. Réfléchissez à ce que cela signifie. Tout le modèle économique de la Russie repose sur l'exportation de combustibles fossiles dont le monde ne veut plus. L'Ukraine détient précisément les ressources dont le monde aura cruellement besoin ce siècle. Si l'Ukraine développe ses ressources de manière indépendante, surtout avec des investissements occidentaux et une intégration à l'Union européenne, elle peut devenir stratégiquement indispensable, tandis que la Russie deviendra obsolète. Et ce n'est pas tout. Les réserves de gaz naturel de l'Ukraine sont officiellement estimées à environ 11 000 milliards de mètres cubes. Mais certains rapports suggèrent que les réserves réelles pourraient être presque 5 fois plus importantes, atteignant jusqu'à 54 000 milliards de mètres cubes. La plupart de ces réserves se trouvent soit dans la région du Donbass, soit sous la mer Noire, deux zones que la Russie a ciblées. Si la Russie contrôle le territoire occupé via un accord de paix, elle obtiendra près de 80% des réserves de gaz naturel ukrainiennes. C'est une autre raison majeure pour laquelle la Russie se bat. Il s'agit de maîtriser les ressources, qui détermineront quels pays compteront dans l'économie du XXIe siècle. Cela a toujours été l'un des principaux moteurs de la guerre partout dans l'histoire, et l'histoire se répète. Mais il y a une autre crise qui alimente le désespoir de Poutine. Une crise dont on parle beaucoup moins, mais qui pourrait être encore plus catastrophique. La Russie est en train de manquer de Russes. Avant la chute de l'Union soviétique en 1989, le taux de fécondité en Russie était d'environ 2,01 enfants par femme, soit le niveau de remplacement pour une population stable. Mais dans le chaos des années 1990, alors que le système soviétique s'effondrait et que l'économie implosait, le taux de fécondité a chuté jusqu'à 1,16, tout en restant inférieur à 1,4 pendant 14 années consécutives. Concrètement, la population de la Russie est passée de 148 millions en 1991 à 137 millions en 2022. Cela fait 7 millions de personnes disparues, et la tendance s'accélère. L'Organisation des Nations Unies estime que la population de la Russie pourrait chuter entre 74 et 112 millions d'ici la fin du siècle, en se basant sur le chiffre d'avant-guerre. La Russie pourrait perdre 25 à 50% de sa population en 75 ans, alors que la population mondiale ne diminuerait que de 20%. La situation est pire. La chute de la natalité dans les années 1990-2000 a créé un fossé générationnel. La Russie a maintenant un énorme déficit de jeunes adultes dans la vingtaine et la trentaine. Le nombre insuffisant de personnes en âge de fonder une famille entraîne en Russie une boucle de rétroaction positive aux effets très négatifs. Moins de parents entraînent moins d'enfants, donc encore moins de parents après.
Voici le clou du spectacle. Au lieu de résoudre ce problème par l'immigration, Poutine l'a empiré. La Russie a durci ses politiques d'immigration dans les années 2000, limitant l'entrée selon la race, la religion et la langue. La loi de 2002 était très restrictive, assouplie en 2005, mais Poutine a affirmé que les russophones resteraient prioritaires. L'immigration légale a culminé à près de 115 millions en 1994, puis a chuté chaque année pour atteindre 70 000 en 2004. Poutine a étouffé l'immigration parce qu'il est obsédé par le maintien de la Russie comme une nation orthodoxe et ethniquement slave. Il veut des gens qui ressemblent à des Russes, qui parlent comme des Russes et qui pensent comme des Russes. C'est là que l'Ukraine intervient. En 2022, quand la guerre a débuté, l'Ukraine comptait environ 41 millions d'habitants, soit un tiers de la population russe. Surtout, près de 90% sont ukrainiens ou russes, culturellement et linguistiquement proches. L'Ukraine est aussi bien plus dense que la Russie, avec 70 habitants au KLM2 contre moins de 9. Du point de vue de Poutine, l'Ukraine aurait pu alimenter l'économie russe simplement grâce à un afflux de population si le plan initial de Poutine avait fonctionné. Si les forces russes avaient renversé le gouvernement ukrainien en 3 jours comme prévu, la Russie aurait pu annexer 40 millions de nouveaux citoyens en quelques semaines. L'Ukraine a aussi connu des baisses de fécondité dans les années 1990 et 2000, mais son taux de natalité a nettement rebondi dans les années 2010. Avec l'amélioration de l'économie, le pays se tournait vers l'Europe. La Russie importerait non seulement des personnes, mais aussi une population plus jeune et dynamique, susceptible d'inverser la spirale démographique mortelle. Mais il y a un autre acteur dans ce jeu dont personne ne veut parler, la Chine. Et cela pourrait bien être le facteur le plus important de tous. La Russie aime se présenter comme une grande puissance indépendante, une nation souveraine, qui prend ses propres décisions stratégiques. La Russie devient de plus en plus un état client de la Chine. Et la guerre en Ukraine vise en partie à préserver le peu d'indépendance qu'il reste à Moscou. Lorsque les sanctions occidentales ont frappé la Russie, après l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie a dû trouver de nouveaux marchés pour son pétrole et son gaz. La Chine était ravie d'accepter, mais selon ses propres conditions. Un an après le début de la guerre, la Russie envoyait du gaz naturel à la Chine, à 271 pour 1000 mètres cubes, soit une énorme réduction par rapport aux 481 qu'elle facturait au marché européen. À la mi-2024, les échanges entre la Russie et la Chine ont atteint 244 milliards, faisant de la Chine le principal partenaire commercial de la Russie. La Chine n'a pas besoin de la Russie ni ne la voit comme un partenaire égal. La Chine a besoin de la Russie comme d'une colonie de ressources, un fournisseur docile d'énergie bon marché et de matières premières pour alimenter l'industrie chinoise. L'Ukraine devient alors essentielle, autant pour la Russie que pour la stratégie chinoise. La Chine est la puissance manufacturière du monde, mais elle a désespérément besoin de 2 choses, un accès sécurisé à l'énergie et un accès aux matières premières pour la révolution de l'énergie verte. La Chine poursuit agressivement le lithium, les terres rares et les métaux industriels, car celui qui contrôle ces ressources dominera l'économie du XXIe siècle. Nous revenons ainsi à l'abondance de richesses juste sous la surface en Ukraine. Si la Russie conquiert l'Ukraine, la Chine obtient un contrôle indirect de ses ressources grâce à son influence sur Moscou. Si l'Ukraine reste indépendante et s'intègre à l'Occident, la Chine perd l'accès à une base de ressources essentielles. C'est pourquoi la Chine pousse pour un accord de paix qui permettrait à la Russie de conserver les territoires occupés. La Chine ne se soucie pas des fantasmes impériaux de Poutine ni de l'identité nationale russe. Elle se soucie d'assurer son accès aux ressources. Une victoire russe en Ukraine, même partielle, qui donnerait à Moscou le contrôle du Donbass et de la côte de la mer Noire, offrirait à la Chine un contrôle indirect sur certains des gisements minéraux les plus précieux au monde. Pour Poutine, cela crée une logique perverse. Si la Russie perd l'Ukraine, elle dépendra totalement de la Chine, n'ayant à offrir que de l'énergie bon marché. Si la Russie prend les régions riches sans ressources d'Ukraine, elle aura un atout précieux pour négocier. Une façon de conserver au moins un certain levier dans la relation avec Pékin. Elle peut ainsi éviter complètement d'être soumise aux caprices et aux besoins industriels de la Chine. Mais toutes ces raisons pratiques, l'histoire, les ressources, la démographie, la pression chinoise, reposent toutes sur une base plus profonde. L'identité impériale de la Russie, et c'est cela qui rend la guerre véritablement inarrêtable.
La Russie est un empire depuis plus de 300 ans, depuis l'expansion sous Pierre le Grand jusqu'à la domination de l'Europe de l'Est par l'Union soviétique. La Russie s'est toujours définie par la conquête et le contrôle. La courte période après 1991 où la Russie ne s'étendait pas activement était vue comme une anomalie, une faiblesse passagère à corriger. Vladimir Poutine, formé au KGB dans le système soviétique, a intégré l'idée que la grandeur de la Russie repose sur son territoire et sa domination régionale. Il croit sincèrement qu'une Russie confinée à ses frontières actuelles est une Russie diminuée, humiliée, et il y a aussi un schéma dans son agressivité. En 2008, la Russie a envahi la Géorgie et soutenu les séparatistes en Abkhazie et Ossétie du Sud, garantissant que la Géorgie n'intégrera jamais l'OTAN. Selon les règles de l'OTAN, un pays en conflit militaire actif ou en litige territorial ne peut pas rejoindre l'Alliance. La Russie a exploité cette faille pour empêcher définitivement l'intégration de la Géorgie à l'ouest. Mais l'Ukraine diffère sur un point essentiel. C'est le joyau de l'ancien empire russe, plus grand, plus riche, plus peuplé et plus stratégique que toute autre ex-république soviétique sauf la Russie. Si Poutine parvient à soumettre l'Ukraine, il pourra prouver que l'empire russe peut être reconstruit. S'il échoue, l'empire est perdu à jamais. Poutine a donc présenté l'invasion comme une lutte contre le fascisme, en la comparant à la victoire soviétique de 1945 avec la rhétorique de la Seconde Guerre mondiale. Il ne combat pas réellement les nazis. Il se bat pour le droit d'affirmer que la Russie compte encore, que la puissance impériale russe est réelle, et que Moscou peut encore dicter ses conditions à ses voisins. Mais l'Ukraine refuse de jouer le jeu. La nation que Vladimir Poutine disait artificielle s'est unie dans la résistance. Les russophones de l'Est de l'Ukraine, que Poutine pensait favorables aux Russes, ont au contraire rejoint l'armée ukrainienne. Toutes les hypothèses de Vladimir Poutine sur la faiblesse de l'Ukraine, la supériorité militaire russe et l'indifférence occidentale se sont avérées désastreusement fausses. Cela nous conduit à la dernière vérité, la plus troublante. Vladimir Poutine ne peut pas mettre fin à cette guerre après 3 ans de combat. Avec 13 millions de pertes russes, prévue une économie déformée par les dépenses militaires et l'isolement international. Vladimir Poutine a misé sa légitimité politique, son héritage personnel, sa propre survie sur ce conflit. Mettre fin à la guerre sans victoire, ce serait admettre un échec. Cela l'exposerait comme le dirigeant qui a gaspillé la richesse de la Russie, détruit son armée et subordonné le pays à la Chine pour rien. Vladimir Poutine a passé 20 ans à composer son entourage de siloviki, des hommes puissants des services corps de sécurité et de l'industrie, qui ont largement bénéficié de son régime. Ces personnes voient Vladimir Poutine comme l'outil du retour de la grandeur impériale russe. S'il se tourne soudainement vers le compromis, il pourrait décider qu'il n'est plus utile. Ce n'est pas non plus une hypothèse farfelue. En 1991, des responsables du KGB ont tenté un coup d'État, estimant que Mikhaïl Gorbatchev trahissait l'Union soviétique. Le schéma pourrait se répéter. Les plus proches alliés de Vladimir Poutine pourraient le destituer. S'il commence à donner l'impression d'échouer, alors il y a le piège économique. La Russie a effectivement restructuré toute son économie autour de la guerre. Les dépenses militaires ont atteint environ 40% du budget fédéral en 2025. Cela a formé un large groupe de bénéficiaires, sous-traitants de la défense, soldats et leurs familles, ouvriers des villes industrielles, profitant d'emplois bien rémunérés dans la défense, ainsi que policiers aux salaires augmentés. La prospérité de ces personnes repose sur la poursuite de la guerre. Y mettre fin ferait s'effondrer l'économie et transformerait des millions de partisans en ennemis. Et la Russie a admis ouvertement qu'elle ne peut pas continuer au même niveau, en abaissant le budget prévu pour 2026-5 ans. La stratégie de négociation de Poutine révèle aussi son manque d'initiative. Il propose des cessez-le-feu imposant à l'Ukraine de céder du territoire, d'accepter la neutralité et de se désarmer, pendant que la Russie garde ses conquêtes. Ces propositions sont conçues pour être rejetées. Chaque refus permet à la Russie d'affirmer que l'Ukraine est l'obstacle à la paix, tout en justifiant la poursuite des combats. Poutine pense surtout que le temps avantage la Russie. Il estime que la Russie tiendra plus longtemps que l'Ukraine dans une guerre d'usure. Oui, sur le papier, la Russie est plus grande, plus dure et prête à accepter des pertes inacceptables pour les sociétés démocratiques. Mais les chiffres réels sont alarmants, selon les taux de progression actuels. La Russie mettrait plus de 200 ans à conquérir toute l'Ukraine et subirait près de 100 millions de pertes
soit environ 75% de sa population actuelle. La guerre détruirait des générations de Russes, jusqu'à ce que les deux pays ne soient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Pour Poutine, cela pourrait même être un résultat acceptable, car il pourrait entrer dans l'histoire comme le dernier président russe. En fin de compte, Poutine a envahi l'Ukraine, parce qu'il croyait que la survie de la Russie dépendait du contrôle du territoire ukrainien, des ressources ukrainiennes, du peuple ukrainien, et surtout de l'histoire ukrainienne. Il a besoin d'effacer l'existence séparée de l'Ukraine, pour valider l'identité impériale de la Russie. Il a besoin des ressources de l'Ukraine pour compenser l'économie énergétique défaillante de la Russie et de sa population pour contrer la spirale démographique mortelle russe. Et il a besoin d'une victoire, n'importe laquelle, pour justifier son régime auprès du peuple russe et de son cercle rapproché. Mais il a échoué. L'Ukraine s'est révélée plus résiliente, plus unie et plus capable que quiconque, y compris Poutine, ne l'aurait imaginé possible. L'armée russe s'est révélée corrompue et inefficace. L'économie russe a survécu aux sanctions en devenant surtout un vassal de la Chine, ce que le monde a constaté. La Russie ne doit son statut de grande puissance qu'à ses armes nucléaires. La véritable raison pour laquelle la Russie a déclenché la guerre en Ukraine, c'est le désespoir. L'ancien empire subit une économie en crise menée par un dictateur âgé pensant que la conquête réglerait tout. C'est la vérité dont personne ne parle. Et c'est pourquoi cette guerre est loin d'être terminée. Merci de regarder maintenant. Pour en savoir plus sur le plan de l'Ukraine pour survivre et peut-être même gagner la guerre, regardez cette vidéo. Et pour rester informé des événements les plus récents ou des analyses de la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.